Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui nous emmène aujourd'hui à nouveau chez Beniscar avec des voitures que vous avez peut-être déjà vues sur la chaîne, des voitures que vous n'avez peut-être pas encore vues et que vous verrez peut-être. On verra les semaines qui suivent. En tout cas, il y a toujours des voitures Youngtimer, des voitures très décalées, des voitures très sympathiques. Là, derrière moi, on retrouve une Golf qu'on a déjà montrée sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va montrer quelque chose qui est relativement rare, relativement original. Et ça faisait une paire d'années que j'en avais pas conduit une et essayé une, presque même vu une, puisque c'est très très rare sur le marché. C'est une Fiat Coupé Turbo 20 soupapes. Et cette Fiat Coupé Turbo 20 soupapes, c'est une version plus, et les versions plus des Fiat Coupé Turbo 20 soupapes, c'est pour signer la fin de carrière de ce modèle. Ils avaient fait l'édition limitée et là ils ont fait la plus, et donc on va voir un petit peu ce que c'est, ce que ça vaut, ce que ça donne sur les différents points pour ce coupé des années 90. Tout d'abord, petit retour d'histoire en arrière avec cette coupé 4 places. Donc Fiat, dans les années 80, a été un peu à l'agonie avec des voitures vraiment pas terribles, hein, genre les Tempra et autres machins. Enfin bref, c'est un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, mis à part les petites voitures, il n'y a pas tellement d'intérêt d'acheter une Fiat. Dans les années 80, c'était pareil. Il n'y avait pas grand-chose à acheter. Dans les années, au tout début des années 90, plutôt à la fin des années 80, ils ont commencé à re-signer quelques succès. La Panda marchait toujours bien, la Fiat Uno, surtout à partir de 88-90, c'était plutôt pas mal. Et surtout, la renaissance de la marque arrive avec la Fiat Tipo. Pourquoi on va appuyer un peu la Fiat Tipo? Parce que cette Fiat Coupé reprend le châssis. Donc c'est une lointaine cousine, on va dire, de cette Fiat Coupé. Donc la Fiat Tipo arrivant, voiture de l'année arrivant, succès arrivant. Évidemment, quand on fait une bonne voiture avec un design pas trop pourri, on arrive à obtenir quelques succès commerciaux, donc c'est plutôt pas mal. À la suite de cette Fiat Tipo, ils ont réussi à nous concocter et à nous produire une autre Fiat qui a eu une très belle carrière, dont ils ont eu à garder le nom commercial pendant plusieurs années. C'est la Punto. La Punto qui est sortie en 93. On avait également fait une vidéo il y a quelques années dessus. Donc ça restait une voiture très basique, très classique. Et là, chez Fiat, on commence à avoir de l'argent. Et quand on commence à avoir de l'argent, on se dit qu'on va investir. À côté de ça, on a un célèbre carrossier italien, Pininfarina, qui lui, pour le coup, se retrouve un peu sur la paille parce que il avait produit des voitures pour GM, et le problème, c'est que les voitures n'avaient aucun succès commercial sorti des États-Unis, et ils ont eu besoin, évidemment, de proposer leurs services à d'autres constructeurs, et donc Fiat a répondu favorablement, étant donné que les caisses de Fiat étaient assez pleines et que à ce moment-là, en plus d'avoir des succès commerciaux sur leurs voitures, ils avaient en plus des succès dans les affaires de manière générale, et qui se mettaient à acheter différentes marques, et entre autres Ferrari, etc. Enfin bref, on avait beaucoup d'argent chez Fiat, et l'idée qu'avait Pininfarina, c'était de relancer un coupé assez populaire, chose qui avait disparu depuis le milieu des années 70 chez Fiat, entre les 124, les 850, etc. On n'avait plus rien de véhicule en termes de véhicule image, et du coup le banco, Pininfarina et Fiat décident de faire un accord pour se créer un véhicule. À la différence, c'est que le style extérieur n'a pas été confié à Pininfarina, mais a été confié à un non moins célèbre Chris Bangle, qui a sévi après chez BMW. Et donc Chris Bangle, qui à l'époque était chez Fiat, a dessiné cette voiture et remporté, on va dire, le plaisir d'avoir sa voiture publiée, on va dire, et produite. C'est pour ça que cette voiture a un style tout à fait atypique, tout à fait particulier dans son exécution. Alors ça commence évidemment toujours par une face avant avec des feux un petit peu globuleux, avec cette forme, ces quadrifères
à l'avant, c'est veilleuse, c'est plein phare en dessous. Voilà, donc tout ça, c'est très particulier. Cette face avant de Squall est très spéciale. Elle rend cette voiture unique. Sur les Turbo 20+, on avait les petites moustaches de chaque côté. Alors celle-ci est légèrement abîmée, ce sera certainement corrigé dans les semaines qui suivent. Mais en tout cas, un des équipements spécifiques de cette Turbo 20+, c'est ces petites moustaches et les bas de caisse supplémentaires. Bas de caisse qui me font grandement penser aux bas de caisse des 3 E36 avec ces espèces de nervures générales. Hein. On avait ça sur les séries 3 E36. Et donc sur ces coupés plus, on avait ce petit truc en plus, on va dire ça. Les jantes, donc c'est les fameuses jantes à 4 branches qu'on a retrouvées sur une multitude de Fiat coupés. Les freins Brembo sont également spécifiques à ces versions-là, mais tout est spécifique en termes de design dès le départ. Hein, que vous ayez une petite 1,8 litre qui était sortie en 97, une 2 litres 16V reprenant le moteur Lampredi des Fiat et des Alfa, des Fiat et des Lancia, que vous avez ces versions-là, on va dire plus classiques, plus standards, ou cette version Ultime Plus, vous aviez ce design très particulier avec ces griffes de partout sur la caisse, ce travail très particulier. On peut voir là ici cette nervure de carrosserie qui va jusqu'au bout, ce bouchon d'essence en aluminium très particulier, ces feux arrière rappelant vaguement et lointainement les Ferrari, hein, de par leur forme, mais en tout cas dans les années 90 personne ne faisait des feux ronds comme ça, c'était totalement perdu, on va dire. Et cette ligne totale générale, c'est soit on aime, soit on déteste. On peut dans tous les cas pas reprocher à Fiat d'avoir eu le courage de sortir un tail design sur une voiture, finalement sur un coupé populaire. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 90, ça a été un des premiers coupés populaires à succès, entre guillemets, même si ce n'est pas le véhicule qui a eu le plus de chiffres de vente. Mais on a eu une multitude de concurrentes à ce moment-là, dans les années 80-90. On a eu la Fiat Coupé, évidemment. On a eu l'Alfa GTV, qui est une sorte de cousine. On a eu des Opel Calibra, des Corrado, des 406 Coupés. Enfin, vous voyez, tous les pays se sont mis un peu, les Japonais également, se sont mis sur ce marché-là. Et donc, on avait des coupés populaires et des coupés un peu plus luxueux. Et par contre, beaucoup plus classiques, comme cette série 3 E46. Donc, en plus des étriers Brembo, des bas de caisse, des moustaches à l'avant, on avait sur les dernières séries de Fiat Coupé la possibilité d'avoir cette couleur black, mais qui tend beaucoup sur le bleu malgré tout. Donc voilà. Et on reconnaissait la version de Fiat Coupé à la mention écrit sur le montant. Donc là, on a 20V turbo pour la mention de cette motorisation. Les plus petites avaient écrit simplement 16V. Après, on avait 16V turbo, 20V tout court ou 20V turbo en fonction de la version de Fiat que vous aviez. Et du coup, ça rajoutait aussi du cachet. Alors, il y a certaines petites choses, on va dire, qui sont assez moyennas dans leur intégration, mais il n'y a rien de dramatique, mais ce genre de choses, ça fait assez populaire pour rester poli. Par contre, les prix qui étaient vendus ces voitures-là, c'était moins de 30 000 € à l'époque, et c'était beaucoup moins cher qu'une Audi TT, avec beaucoup plus de puissance, beaucoup plus d'originalité, et évidemment également beaucoup plus de sympathie à voir cette voiture aujourd'hui par rapport à une Audi TT. L'original poignée d'ouverture, pas sur la partie métal de la carrosserie. La partie métal est dénuée de toute baguette et de toute poignée. On découvre un intérieur sur ces versions plus, en cuir évidemment, avec plein de surpiqûres rouges partout, volant, pommeau, levier de vitesse, soufflet de frein à main, tout ça avec les coutures rouges. Les baquets et carreaux sont également en couture rouge. Baquets et carreaux qui sont spécifiques à ces versions. Sinon, on avait des sièges un petit peu plus conventionnels, je dirais. À l'intérieur, par contre, de cette Fiat Coupé, point de style Bangle, mais un style ici écrit en grand, Pininfarina. Il faut noter également que sur ces voitures-là, le logo Fiat apparaît quasiment nulle part. Je pense que l'image Fiat ne devait pas être présente et ne devait pas être montrée pour cette voiture. Là, à l'intérieur, on va le trouver qu'une seule fois sur le volant.
Par contre, en grand, sur le milieu du tableau de bord, on va trouver Pininfarina. Et sur la partie carrosserie, à part sur l'aile arrière, à côté des feux arrière gauche, on va pas trouver de logo Fiat, évidemment sur le capot, mais on a le logo Fiat sans l'inscription Fiat. Je pense qu'il y avait une sorte de complexe à afficher cette mention sur cette voiture, mais on est bien à bord d'une Fiat. Et là, pour le coup, alors autant on aime ou on déteste la partie extérieure. Moi, je note le mérite de Fiat. Je suis pas particulièrement fan du style extérieur. Par contre, je note et j'apprécie beaucoup l'effort de présentation fait sur cette voiture-là et l'originalité et le courage qu'ils ont eu de faire cette voiture. Autant à l'intérieur, je trouve, et là par contre pour le coup je suis assez fan du design, j'ai toujours aimé le design de ce tableau de bord. Alors évidemment la qualité des matériaux est plus proche d'une compacte Fiat que du coupé exclusif, hein, façon Audi TT que j'ai essayé il y a quelques semaines, que vous avez vu sur la chaîne. Les matériaux sont plus grossiers et les boutons ressemblent plus à des boutons de Fiat Punto première génération qu'à des voitures haut de gamme. Mais encore une fois, le prix était tellement contenu, on en avait tellement pour notre argent que c'est pas reprochable. Par contre, le design était très sympathique. Le bandeau là, qui recouvre l'entièreté de la voiture, pas un couleur caisse, hein. Vous aviez une voiture rouge, le manteau était rouge. Ça apporte une touche tout à fait valable à la voiture. Évidemment, les sièges en cuir sont plutôt très agréables dans leur forme, mais également dans leur confort. Là, comme ça. Alors moi, j'aime les sièges fermes, hein. C'est sûr que si vous avez une Renault Safrane toute l'année et que vous montez dans votre Fiat Coupé, ça va vous faire tout drôle. Moi qui aime les sièges fermes, je suis pas dépaysé et je sens que j'ai un très beau siège. Sur ces versions plus, on a la clé de contact, la très jolie clé de contact qui se tourne, et après pour démarrer, on a un bouton start-stop. Ça fait un petit peu gadget, mais quand on achète ce genre de voiture, on adore les gadgets. Et pour la couper, par contre, c'est simplement avec la clé de contact qu'on enlève. Et donc quand on revient sur la partie compteur, on a un truc qui est un peu à l'image un peu des Porsche, donc ça fait quelque chose d'assez sportif. On va retrouver tout à gauche, à l'extrémité gauche, le voltmètre. Après, on va trouver la pression d'huile, on va trouver le compteur de vitesse gradué à 280 km/h, un compte-tours gradué à 7000, et sur la partie droite, dans les petits cerclages de droite, on va trouver la température moteur ainsi que la jauge à carburant. Les petits manomètres de fonction vont se retrouver plutôt sur la partie basse. La spécificité également de cette voiture, c'est les fonds de compteur blancs, hein, sur les versions plus. Sur les versions, on va dire, standard de Fiat Coupé, les compteurs vont se retrouver de couleur noire plus classique. Également, on va retrouver une horloge centrale analogique sur cette voiture, et un équipement, on va dire, dans la tendance de ce qui faisait la fin des années 90, c'est-à-dire les airbags, l'ABS, la climatisation, un système audio, les vitres et les rétroviseurs électriques. Mais c'était à peu près tout. Mais finalement, pour moi, c'est l'essentiel dans une voiture. À partir du moment où on a des sièges en cuir et des manomètres, que demande le peuple? L'accès à bord à l'arrière de cette Fiat pour un coupé est très correct. Donc, petit bouton pour manœuvrer le siège. Et ensuite, j'accède à une voiture dont les places arrière sont absolument correctes. C'est pas comme l'Audi TT où c'était honteux, on pouvait pas, c'était plutôt une 2 places, se maquiller en 4 places. Là, on a 4 vraies places. Par contre, du haut de mon mètre 76-77, je frôle la vitre arrière, c'est-à-dire que ma tête est dans la vitre arrière. Voilà, je ne mens pas. Donc là, je suis à ras du truc. Et j'ai la tête dans la vitre. J'ai pas la tête dans le plafonnier, j'ai la tête dans la vitre. Donc un mec qui passe un peu longtemps à l'arrière de cette voiture chope une calvitie très rapidement. Les cheveux cuits par le soleil, malheureusement. Mais sinon, hormis ça, on est plutôt agréablement installé. Pour un coupé, c'est bien mieux que, je le disais, que l'Audi TT. Dans mes souvenirs, c'est un peu équivalent à la 406 coupé, qui elle est un peu plus grande. C'est évidemment bien mieux que la GTV, qui elle n'a rien sacrifié au style pour l'habitabilité.
Là finalement on sent qu'on a une Fiat Tipo en guise de châssis, on a 4 places, donc c'est plutôt agréable, et on a la même qualité de cuir à l'avant qu'à l'arrière dans cette voiture, avec les mêmes coutures rouges. On peut voir qu'on a encore ici le standard et le haut-parleur dans les panneaux de porte. Le capot moteur est très long et très lourd, et il englobe beaucoup de choses, il englobe les phares, il englobe tout. Donc évidemment, si vous avez un choc avant avec cette magnifique Fiat, vous allez en avoir pour votre argent, puisque là, j'ai peur, hein, le capot me semble être assez lourd pour ces deux pauvres vérins qui le tiennent. Les feux sont intégrés au capot, et du coup ça nous dégage un espace complet, donc c'est à première vue assez agréable d'avoir autant de place pour pouvoir travailler sur cette voiture. Mais malgré cette machine à gaz présente, on a très peu de place. Malgré cette grande place possible, il n'y a pas beaucoup de place, parce que 20V turbo, c'est pas pour 20 soupapes, enfin c'est pour 20 soupapes, mais c'est pas pour 5 soupapes par cylindre, c'est 4 soupapes par cylindre. On a un 5 cylindres, on a 20 soupapes, on a un turbo, on a une boîte 6 vitesses, on a aussi la barre anti-rapprochement Sparco qui est spécifique à ces versions plus. Et donc on peut le voir, hein, le compartiment moteur est extrêmement rempli. La moindre intervention sur cette voiture vous ruine. Il n'y a pas d'autre terme. Il y a quelques spécialistes qui sont capables de faire ça, mais bon, ça coûte assez cher à entretenir. C'est un peu plus cher qu'une voiture conventionnelle, mais a priori sur la route, on devrait ne vraiment pas être déçu. Voici donc au volant de notre coupé Fiat Turbo 20 Plus, donc qui est, comme je disais tout à l'heure, l'ultime évolution de cette Fiat Coupé, hein. 94-2001, la carrière de cette voiture. Donc la position de conduite est plutôt bien. Pour un coupé 100 ans. Les pédales un peu comme la TT que j'avais essayé l'autre jour. On a... Ça, je pense que c'est le sacrifice au design. C'est pas terrible de ce côté-là. L'écartement pour les pieds est pas très large, hein. C'est un détail, mais quand on a un coupé comme ça, un peu classé grand tourisme, elle kiffe pas les grosses chaussures, quoi. Un petit reproche qu'on peut lui faire, on va dire. Après, c'est une voiture qui braque pas du tout, qui a des rétroviseurs très particuliers dans leur style, et qui nous offre une rétrovision arrière qu'on va qualifier pas faite pour faire de la ville. Je suis un peu déçu par la position des jambes. On aurait pu avoir un plus grand confort de ce côté-là. Par contre, le reste du siège, c'est plutôt bien. Je m'attendais à quelque chose de plus ferme, par contre, en suspension, dans ces revêtements assez... Vas-y, mon ami. Dans ces revêtements un peu douteux. C'est pas pire qu'une TT, hein, franchement. Je me souviens de la presse à l'époque qui disait que c'était une catastrophe la suspension. Alors ça trépide un petit peu. C'est pas parfaitement amorti, mais je m'attendais à un truc hyper dur. Finalement, je pense que avec certaines sportives beaucoup plus récentes,
les données ont été un petit peu changées de ce côté-là. Et ce qui pourrait paraître inconfortable il y a 25 ans, l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Donc pour l'instant, à assez basse vitesse, on laisse monter tranquillement la voiture en température. On est en ville, on est en basse vitesse. On a une auto-école devant qui arrête pas de caler en côte. Il nous fait peur, le Mont-Golf devant nous, avec sa voiture huile d'olive. Oh là 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 là. La conduite urbaine nous réserve toujours quelques petits spectacles. Mais l'huile d'olive a fini par se faire presser. Alors je sais pas, je vais regarder après si l'optimisme du compteur est de mise, parce que j'ai l'impression de ne pas avancer et je suis à 30. Alors j'ai vu tout à l'heure que ça c'était une marque de fabrication que je vais qualifier d'italienne. Mais le compteur de vitesse démarre à 10 à l'heure. Est-ce qu'il est optimiste de 10 dès le départ? Vas-y Micheline. Ou est-ce que c'est juste pour le style? Je ne sais pas. Mais les Italiens aiment bien faire ça. Ah, on dirait que de 0 à 10, il écrit pas et puis il écrit après. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a un son à tempérament là. On n'a pas la même voiture que le voisin là, je le dis de suite. Le moteur il me semble être un moteur de très très haut niveau là. Pourtant j'ai pas appuyé, j'ai pas cherché à faire le zouave, mais il y a un petit truc là. La boîte précise, un rapport qui s'engage correctement. Bonne boîte. Franchement, s'il n'y avait pas dans mes goûts, ce contact au niveau des pédales que je trouve pas idéal, ce serait pas loin d'être parfait. Les pédales sont trop proches. Alors peut-être que mes baskets sont un peu larges, je ne sais pas. C'est peut-être une voiture à conduire en talon aiguille ou mocassin, en fonction de vos préférences. Mes grosses baskets n'aiment pas trop ça. Donc là, quand le rythme s'accélère un petit peu, j'ai la sensation qu'on a une voiture assez conventionnelle dans son châssis. On voit que c'est pas son truc, le châssis d'origine. On sent que c'est de la Fiat Tipo, quoi. On sent qu'il y a... On sent qu'on a eu du toupet de chez Fiat de mettre une mécanique aussi importante sur une base Fiat Tipo. Fiat Tipo, malgré tout, retravaillé et élargi. On n'est pas sur la Fiat Tipo 1400 du grand-oncle Salvatore. On est sur la Fiat Tipo plus quand même. On va essayer de voir si on peut s'offrir une légère... Bon, on se retrouve sur des vitesses rapidement non autorisées. Actuellement, j'ai une Mégane RS, Mégane 2 RS de 125 chevaux. Je sais pas en termes de chrono si cette voiture est meilleure que la Mégane 2 RS. Les deux sont d'origine, celle-là et la Mégane. Mais ce dont je suis sûr, là tout de suite, c'est que je préfère
le niveau sonore de cette voiture, le bruit du moteur est plus exclusif que la Mégane. Alors c'est pas la même catégorie, mais je prends ce prétexte là parce que les puissances sont similaires et on est sur des moteurs turbo. Au chrono, je sais pas ce qu'elles valent l'une face à l'autre, je sais pas trop, hein, j'en sais rien, et puis peu importe finalement. Mais l'agrément de celui-ci, en tout cas la sonorité est mieux. Petite précision maintenant que j'ai fait une paire de kilomètres avec cette voiture. Je faisais un petit parallèle tout à l'heure avec la Mégane 2 RS. Je préfère, maintenant que j'ai fait quelques kilomètres, en fait comme c'est une voiture très exigeante, très particulière, je crois qu'il faut un peu de temps pour l'apprivoiser et du coup l'apprécier. Et le caractère de ce moteur là, quand on a de la cylindrée, des soupapes et des cylindres, c'est mieux que moins de cylindres, moins de soupapes à puissance équivalente. Et vraiment là, ouais, il y a beaucoup de caractère, et que le beaucoup de caractère compense les quelques défauts qu'elle a. Alors c'est vrai que là c'est une voiture, je suis pas particulièrement oula, nous avons eu les joies d'un accident récent. Alors là on a une voiture avec peu de kilomètres, hein, 56 000. Tout à l'heure je disais que je trouvais le châssis plus souple par rapport à ce que la presse donnait comme info à l'époque. Je trouve par contre le freinage, alors peut-être qu'il faut attendre qu'il monte en température, je sais pas, des fois ça dépend de la... Parfois en fonction des plaquettes, des machins, on a des choses, mais là je suis un peu déçu par la qualité du freinage. Je m'attendais à mieux de ces Brembo et je les trouve un peu lèges. Alors ça freine, hein. Mais par exemple par rapport à la Mégane RS, hein, je vais reprendre le comparatif, j'ai l'impression que ça freine moins. Donc là on a affaire vraiment plutôt à une voiture un peu décalée. On n'a pas affaire au petit coupé populaire. Malheureusement la caméra est tombée, donc on doit faire un son réenregistré. Pour revenir à la voiture, donc c'est un coupé qu'on va qualifier plutôt de grand tourisme, hein, fait plutôt pour l'autoroute, les routes rapides, mais la ville n'est pas son fort. Entre le rayon de braquage qui est nul et les suspensions trépidantes, c'est pas l'idéal. Et du coup, tout ça nous amène sur une voiture que j'aurais pensé plus sportive, mais qui du coup est plutôt classée GT Grand Tourisme. Je trouve moi le comportement de cette voiture générale plus proche de la 406 coupé que de la Z3 de litre 8. La Z3 de litre 8, on est plutôt sur un véhicule orienté sport. La 406 plutôt autoroutière, et là je ressens un peu les mêmes sensations. À la différence par contre de la 406 coupé où elle a un caractère moteur très rageur, beaucoup plus agressif qu'une 406 3 litres V6, hein, qui finalement pourrait être sa concurrente. Elle est beaucoup plus agressive, mais avec à côté un châssis beaucoup trop souple peut-être, mais ça n'empêche que cette voiture a énormément de caractère. L'ensemble fait que ça a beaucoup de tempérament, beaucoup de caractère. C'est loin d'être désagréable, c'est assez étonnant. Ça ressemble à aucun autre coupé que je peux ou autre voiture que je peux utiliser. Il faudrait que mes souvenirs reviennent sur une Nissan 200 SX peut-être. On est peut-être plutôt proche de ça, voire peut-être 300 ZX, éventuellement certaines Volvo C70 avec les moteurs T5. Dans l'approche et le comportement de la voiture, on est peut-être vraiment beaucoup plus proche de ça. Mais toutes ces voitures, ça fait un petit moment que j'en ai pas conduit depuis quelques années, mais en tout cas mes souvenirs m'amènent un peu à penser à ça, et vraiment c'est quelque chose qui n'est
en tout cas vraiment pas désagréable, qui me plaît beaucoup. C'est pas mes préférences, moi j'ai toujours une tendance à préférer les voitures atmosphériques et propulsion, mais je comprends pourquoi les coupistes sont toujours très attirés. Les coupistes sont les amateurs de Fiat Coupé, ils se nomment ainsi entre eux, et je comprends totalement pourquoi ils sont toujours très attirés par leur voiture. C'est des produits qui sont quand même assez exceptionnels. Et comme ça n'a rien de commun, c'est très attachant mais en même temps très clivant, et certains vont adorer et d'autres vont détester à l'image de l'aspect extérieur. Voilà, merci à vous d'avoir à nouveau suivi cette longue vidéo pour cette présentation, mais il fallait une longue vidéo de présentation pour cette Fiat Coupé Turbo 20 Plus. Merci à Beniscar pour la mise à disposition, le prêt et la confiance accordée pour pouvoir vous faire partager cette voiture. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, fidèles, à nous suivre sur les réseaux sociaux, le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.